Allez-y, Monsieur Preda, on vous entend et on vous voit. Il n'y a pas de problème. Ah, d'accord, d'accord. Allez-y. Je m'excuse. Donc, c'est la fin de nos rencontres consacrées à la démocratie aux droits de l'homme et au développement durable. Et je disais, on a comme sens de clôture une intervention sur une question qui est très importante et pour l'Europe et pour la francophonie, c'est la question du multilinguisme. Et en plus, nous avons la chance d'avoir comme intervenante dans cette dernière réunion de notre séminaire, Madame Olga Cosmidou, que j'ai connue comme directrice générale de la direction interprétation et conférences du Parlement européen. On a eu la chance de nous rencontrer dans les couloirs du Parlement à Bruxelles. Madame Cosmidou incarne le multilinguisme par elle-même, parce qu'elle parle vraiment beaucoup, beaucoup de langues, non seulement le grec, parce qu'elle est grecque d'origine, mais le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien. Donc, vraiment, elle peut dire beaucoup sur le multilinguisme parce qu'elle est multilingue, n'est-ce pas? C'est pas comme nous qui connaissons une ou deux langues que nous pratiquons. Madame Cosmidou a aussi une formation qui est comment dirais-je, une illustration de ce que l'Europe institutionnelle représente, parce qu'elle a fait des études non seulement de littérature, et la littérature pour l'Europe, c'est, n'est-ce pas, un trait éminent. Elle a fait aussi des études de droit et des relations internationales. Et donc, elle a travaillé pour des années et des années au sein du Parlement européen, cette institution dont on a parlé et ce matin et hier et avant-hier. Et donc, elle va mettre la question du multilinguisme dans le contexte de l'Union. Et c'est intéressant, effectivement, de voir comment l'Europe et la francophonie se rencontrent sur ce terrain-là, mais aussi s'il y a n'est-ce pas, des aspects qui ne sont pas communs, des vues qui ne sont pas les mêmes. Donc voilà, j'étais un peu long, mais je suis content de retrouver Madame Cosmidou et de vous retrouver tous. Je lui passe maintenant la parole et puis il y aura, comme on l'a eu dans les ateliers, des échanges en utilisant notamment cette opportunité qui s'appelle en bon français chat. Madame Cosmidou, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Preda, pour ce panégyrique. Je ne sais pas si je mérite autant de bonnes paroles. Je vous remercie, comme je remercie aussi tous les organisateurs, surtout ceux qui sont en Roumanie et qui ont pu trouver le temps entre la fête nationale et les élections, que je crois que vous avez ce dimanche, d'organiser ce séminaire important. Effectivement, le multilinguisme se relie très bien avec les autres parties, les autres ateliers, l'atelier qui concerne la démocratie, l'atelier qui concerne en général l'Europe. Et je dois dire d'emblée que c'est important parce que très souvent, on croit que le multilinguisme, c'est une question technique. Peut-être que l'organisation du multilinguisme est une question technique, sûrement, mais le multilinguisme en soi, c'est une question éminemment politique. Et donc, l'analyse que je vais essayer de faire ici, c'est une analyse politique de l'importance du multilinguisme pour l'Europe et pour la démocratie. Je vous propose de structurer ma présentation sur 5 points. Je vous l'ai dit d'emblée pour que ce soit plus clair. Je vais d'abord vous parler du cadre réglementaire et je vais faire un bref historique de ces langues qui ont été ajoutées au fil des années. Je vais par après dire quelle est la réalité des choses et quel est le rôle du multilinguisme dans l'Union européenne. Je vais par la suite vous parler des détracteurs du multilinguisme, et il y en a. Quels sont leurs arguments.
Par après, je vais exposer les raisons en faveur du multilinguisme avant d'arriver à nos conclusions. Je vais donc commencer par le cadre réglementaire et l'historique. Il faut avoir en tête que le tout premier règlement du Conseil des ministres, le règlement qui porte le numéro 1 du 6 octobre 1958, concerne le régime linguistique. C'est tellement important que ça a été le tout premier règlement pris par le Conseil. Ayons en tête que la création des communautés a eu lieu en 1957, à l'époque avec la CECA, la CE, etc. Et les 6 pays fondateurs, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, le Benelux et l'Italie, les 6 pays fondateurs donc avaient 4 langues officielles. Pourquoi 4 langues officielles? Parce que la Belgique partage le français et le néerlandais avec les 2 autres pays, et le Luxembourg n'a pas demandé que le luxembourgeois soit langues officielles. Donc 6 pays, 4 langues officielles. Les 4 langues officielles, ça nous fait 12 combinaisons linguistiques, et je vais vous dire comment je sors ça. Chacune des 4 langues doit être traduite à interpréter vers les 3 autres. Donc, à chaque fois que je vous donne le nombre de langues, on multiplie par les autres langues et on a le nombre de combinaisons linguistiques qu'il faut donner à tout le monde. Et on vient maintenant aux élargissements successifs. Le premier élargissement a eu lieu en 1973. Ça aurait dû avoir lieu en 1971, mais il y a eu 2 refus de la France pour l'adhésion du Royaume-Uni. Donc, en 1973, il y a 3 pays qui s'ajoutent, le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande. On arrive donc à 9 pays, plus 2 langues. Pourquoi 2 langues? Parce qu'à l'époque, l'Irlande est rentrée uniquement avec l'anglais. 6 langues, selon la formule que je vous ai donnée, on multiplie 6 langues par 5 et on arrive à 30 combinaisons linguistiques. Par après, nous avons le deuxième élargissement en 1981 avec un pays, la Grèce, 10 pays donc, et une langue qui s'ajoute, ça nous fait 7 langues. On arrive donc à 42 combinaisons linguistiques. Le troisième élargissement a eu lieu en 1986 avec 2 pays, l'Espagne et le Portugal. On arrive à 12 pays membres et on a 2 langues qui s'ajoutent. On arrive donc à 9 langues, 8 fois 9, ça nous fait 72 combinaisons linguistiques. En 1995, nous avons eu le 4e élargissement avec 3 pays, la Suède, la Finlande et l'Autriche. L'Autriche avec l'allemand qui existait déjà. Donc, les 15 pays, on ajoute 2 langues et on arrive à 11 langues, c'est-à-dire à 110 combinaisons linguistiques. Après, nous avons en 2004 le 5e élargissement, plus connu chez nous avec le terme de Big Bang, parce qu'il y a eu 10 pays qui sont rentrés d'un coup, alors qu'il y a eu beaucoup de tractations, s'il fallait les faire rentrer petit à petit, 2 à la fois ou plusieurs à la fois. Mais bon, c'était après la chute du mur de Berlin en 1989, et donc les anciens pays de l'Est sont pour la plupart rentrés en 2004, 10 pays. On arrive donc à 25 pays. Et ces 10 pays sont les 3 pays baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie, Malte, la Slovénie et Chypre. Les 10 pays rentrent donc et ajoutent 9 langues,
9 langues parce que Chypre, qui a 2 langues officielles, le grec et le turc, mais à cause de la division de l'île, elle rentre uniquement avec le grec, et donc, qui était déjà langue officielle, et donc on en arrive à 20 langues officielles et à 380 combinaisons linguistiques. Le 6e élargissement a lieu en 2007 et on arrive à la Roumanie et à la Bulgarie. On arrive donc avec ces 2 pays à 27 pays membres et avec 2 langues en plus, on arrive à 22 langues et à 462 combinaisons linguistiques. Mais à l'époque, l'Irlande se réveille, elle dit « Ah ben, puisque toutes ces langues deviennent langues officielles, je veux aussi que le gaélique, qui est la 2e langue officielle de l'Irlande, comme Malte qui avait exigé que et le maltais et l'anglais soient considérés comme langues officielles, le gaélique donc devient aussi langue officielle et on a 2 pays, mais on a 3 langues, on arrive à 23 langues, à 506 combinaisons linguistiques. Et finalement, pour le moment, en 2013, on a le 7e élargissement avec un pays, la Croatie, qui amène le nombre des pays membres à 28 et une langue, 24 langues, et on arrive à 552 combinaisons linguistiques. J'admets que le nombre de combinaisons linguistiques fait peur. J'admets que le chiffre 552 est un chiffre qui fait réfléchir. Et avec le Brexit, qui a été décidé après 47 ans d'adhésion du Royaume-Uni au 31 janvier 2020, il y a un pays qui s'en va et on reste à 27 pays, mais le nombre des langues ne change pas, puisque l'anglais, comme on vient de dire, c'est quand même une langue co-officielle à cause de Malte et de l'Irlande. Nous restons donc à 24 langues officielles, et ceci sans parler des langues régionales et minoritaires que certains pays poussent à ajouter comme langues officielles, et la langue des signes qui, les associations des malentendants demandent qu'elles deviennent aussi langues officielles pour une question d'égalité. Évidemment, il y a une langue internationale de la langue des signes qui est considérée l'espéranto des malentendants, mais pas que tout le monde comprend, donc ils demandent que toutes les langues nationales des malentendants, des langues des signes, deviennent langues officielles. Ceci, c'est le cadre réglementaire. Quelle est la réalité des choses? Il faut avoir en tête que la devise de l'Union européenne est in varietate concordia, l'unité dans la diversité. Je vais examiner ce qui se passe dans les grandes institutions de l'Union européenne. Tout d'abord, la Commission européenne. Le travail de la Commission européenne est surtout fait par des experts nationaux et des fonctionnaires. Et donc, on a estimé qu'il suffisait d'avoir 3 langues de travail dans les réunions de la Commission, le français, l'anglais et l'allemand. Et ces langues resteront les mêmes, même après le Brexit. Il n'y a que 3 langues de travail, même pour le Collège des commissaires, qui est l'organe politique de la Commission européenne. Donc, on voit que la réalité à la Commission européenne, c'est des langues plus réduites. Le Conseil des ministres et le Conseil européen, ce qu'on appelle communément le sommet. Là, il y a toutes les langues, mais il faut savoir que le Conseil se réunit quand le travail essentiel a déjà été terminé par les réunions du Coreper 1 et 2, par les réunions des Antici, c'est-à-dire les réunions des représentants permanents des pays membres. Et ces réunions se font aussi avec un régime linguistique très réduit à 2 ou 3 langues. La Cour de justice
la Cour de justice, pour des raisons de tradition, des raisons historiques, travaille essentiellement en français, avec aussi chaque fois la langue de l'affaire, la langue du plaignant. Donc, il y a un nombre de langues réduites, même si ces dernières années, il y a eu des tentatives de modifier le statut de la langue véhiculaire et que ce ne soit plus le français. Pour le moment, c'est le cas. Et on arrive au Parlement européen. Je crois que c'est l'institution qui sauve l'honneur, parce que c'est là où le multilinguisme n'est pas seulement un règlement, mais c'est la réalité. Le règlement 146 du Parlement européen prévoit que toutes les langues officielles sont aussi des langues de travail. Pourquoi? Il faut se demander pourquoi c'est le cas au Parlement, alors que ce n'est pas le cas dans les autres institutions européennes. Il ne faudrait pas perdre de vue que la seule assemblée supranationale au monde, le Parlement, est la seule assemblée supranationale au monde qui est élue au suffrage universel direct. Il y a d'autres assemblées supranationales, l'Assemblée des Nations Unies, l'Assemblée du Conseil de l'Europe, l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, mais aucune de ces assemblées n'est élue, comme le Parlement européen, au suffrage universel direct. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas exiger des parlementaires de maîtriser une langue étrangère. Ce serait antidémocratique de mettre cela comme condition, non seulement parce que ce serait de l'élitisme, mais parce que ce serait contraire aux intérêts des citoyens. C'est tellement important que ce soit ainsi au Parlement européen qu'il y a même un vice-président chargé spécifiquement du multilinguisme, de suivre le fait que, effectivement, tous les travaux aient lieu dans toutes les langues officielles. Et je peux vous dire que c'est le cas même actuellement avec le Covid, où les réunions sont virtuelles, mais pour les plénières, on trouve des moyens techniques pour que toutes les langues soient là. Je vous ai donc expliqué quel est le cadre réglementaire et quelle est la réalité dans les différentes institutions. Je vous ai dit, en vous parlant du nombre des combinaisons linguistiques, que le chiffre fait peur. Et évidemment, cette peur est utilisée par les détracteurs du multilinguisme. Je n'ai pas besoin de vous dire de quelle langue sont en général ces détracteurs. Ils essayent de dire qu'il faut une seule langue pour faciliter les débats. Il faudrait, selon ces détracteurs, une langue véhiculaire. Ils disent qu'il y a toujours eu dans les sociétés des langues véhiculaires, à commencer par le grec ancien, par la suite par le latin, des essais d'espéranto, et qu'actuellement la langue véhiculaire c'est l'anglais, et que donc haro sur les autres langues. On n'a pas besoin des autres langues. Voyons si cet argument est vrai. Selon l'Eurostat, le service officiel statistique de l'Union européenne, 44% des Européens affirment comprendre ou bien ou assez bien une langue étrangère. De cela, 25% affirment comprendre suffisamment l'anglais. Si donc on adoptait comme langue véhiculaire l'anglais, ceci signifierait qu'on exclurait
75% des citoyens. 75% des citoyens seraient exclus. Et on sait ce que l'exclusion signifie pour la promotion des partis contraires à la construction européenne. Un autre argument utilisé par les détracteurs sont les coûts. Bien évidemment, on dit que cela coûte énormément, qu'il s'agit des deniers des citoyens européens et qu'il faut les respecter et qu'il ne faut pas les gaspiller avec la traduction et l'interprétation. Vous allez me dire, et ces coûts s'élèvent à combien? Eh bien, il y a deux façons de vous dire à combien s'élève le coût. Si je veux vous faire peur, je vous donne un chiffre. Et je vous dis que ça coûte 1,5 milliard d'euros par an. Si je veux être plus raisonnable, je vous dis que les coûts s'élèvent à 1% du budget de l'Union. 1% du budget de l'Union. C'est-à-dire à 2,5 € par citoyen et par an. 2,5 € coûte la traduction et l'interprétation de toutes les langues, toutes institutions confondues. Et selon Umberto Eco, la langue de l'Europe, c'est la traduction. Les détracteurs disent qu'à cause de l'utilisation de toutes ces langues, l'Europe, c'est Babel. Mais grâce à la traduction et à l'interprétation, c'est l'anti-Babel. L'Europe permet à ses citoyens de comprendre grâce à l'utilisation de toutes les langues. Lors du séminaire précédent, Madame Zouinen a dit « Je m'excuse, je suis désolée, mais ces documents n'existent qu'en anglais. » C'était des documents qui proviennent de la Commission européenne. Et si les documents ne sont pas traduits, ça veut dire que pas tout le monde peut les consulter. Ça veut dire une limitation du droit démocratique des citoyens de pouvoir consulter tous les documents issus de l'Union européenne. Après vous avoir dit quels sont les arguments utilisés par les détracteurs, je vous dirai maintenant quelles sont les raisons qui plaident en faveur du multilinguisme. Tout d'abord, le plus grand argument, c'est que l'Union européenne est une démocratie participative. Que la langue, c'est un droit à l'identité des 500 millions de citoyens européens, 450 millions après le Brexit, que c'est le respect de la liberté des peuples de parler et d'écrire leur propre langue, le respect du droit des citoyens de contrôler les élus en étant capables de suivre les débats. C'est le principe de la transparence démocratique, puisqu'il y a une transmission web des débats au Parlement européen, débats qui servent très souvent pour des travaux aux universités de toute l'Europe et qui doivent être donc accédés par les étudiants et les professeurs de toutes les langues. Il y a aussi des raisons économiques, pas seulement contre, mais des raisons économiques pour. L'Union européenne fait des appels d'offres, elle fait des concours. Et c'est bien connu que les appels d'offres profitent plus à ceux qui comprennent mieux la langue dans laquelle ces appels d'offres sont rédigés. Le secteur privé sait très bien la question que s'il veut vendre un produit, la notice d'accompagnement pour ce produit doit être traduite dans la langue du pays où on veut vendre.
Il y a donc plein de raisons qui concernent les principes de base même de l'Union européenne, la démocratie, la liberté, le respect, la transparence. Mais en plus des raisons démocratiques, il y a des raisons politiques. La politique est façonnée par la langue. Et la langue n'est pas qu'un moyen innocent de communication. La langue, c'est un moyen de transmission de concepts, de valeurs culturelles, de valeurs civilisationnelles. Et il faut savoir que certains mots, par exemple, n'existent pas dans toutes les langues parce que les concepts qui sont chers dans une culture n'existent pas dans tous les pays. Je vais vous donner un mot en allemand, Schadenfreude, très difficile à traduire dans les autres langues. Je vais vous donner un autre mot dans ma propre langue, Philotimo, très difficile à traduire dans une autre langue. Donc, les mots, par les mots, on passe des messages au subconscient de notre public. Et ce passage au subconscient ne peut être fait que dans la langue maternelle du public cible. C'est donc un exercice subtil de pouvoir. Celui qui parle sa langue convainc plus facilement et il a un avantage sur ses interlocuteurs si eux ne parlent pas leur langue maternelle. Si vous vous trouvez en face d'un Anglais, dont l'anglais est la langue maternelle, et vous comprenez l'anglais et vous le maîtrisez, vous discutez en anglais, mais il a un avantage sur vous parce qu'il a des moyens plus subtils pour passer son message et ses arguments passent mieux dans sa langue maternelle. Donc, vous vous trouvez en désavantage. Je vais vous donner un exemple parlant de ce que je vous dis. La chancelière allemande, qui a grandi en Allemagne de l'Est, qui est un pays communiste, dans les écoles de l'Allemagne de l'Est, on apprenait le russe. Le président russe a travaillé pendant des années en Allemagne de l'Est. Il parle très bien l'allemand. Quand il se trouve à deux, ils pourraient se comprendre, soit dans une des deux langues, soit dans l'autre. Mais aucun n'utilise la langue de l'autre. La chancelière parle en allemand, le président russe parle russe. Et pas seulement ils parlent leur langue, mais ils ont recours à un interprète. Pourquoi? D'abord parce que l'interprétation leur donne un temps de réflexion avant la réaction. Ça leur permet de réfléchir aux arguments de l'autre avant de prendre la parole. Et surtout, par respect à leurs citoyens. Leurs citoyens doivent pouvoir comprendre ce qu'ils disent. En plus, c'est une affirmation de pouvoir. Parler sa langue, c'est affirmer son identité. Et c'est un exercice subtil d'affirmation de pouvoir. Au moment donc du Brexit, l'Europe devrait se poser des questions pour affirmer son identité. En refusant d'adopter comme langue véhiculaire la langue du pays qui a opté de sortir de l'Union européenne. Je vous donne seulement ça
comme sujet de réflexion. Et j'en arrive aux conclusions. Quelles sont les conclusions de tout ce qu'on vient de dire? Est-ce que, dans ce cadre-là, l'apprentissage des langues est essentiel? Tout à fait. Tout d'abord, il faut bien parler sa langue maternelle. Sa langue maternelle est votre épine dorsale. Vous ne pouvez pas être debout si vous n'avez pas une épine dorsale solide. Et vous n'apprendrez jamais une langue étrangère bien si vous n'avez pas bien appris, si vous ne maîtrisez pas bien votre langue maternelle. Pourquoi est-il important de connaître des langues étrangères? D'ailleurs, l'Union européenne a mis comme objectif de l'éducation que tous les jeunes Européens doivent apprendre 2 langues étrangères au moins. D'abord, c'est bien évident pour la mobilité professionnelle et personnelle, pour l'employabilité. C'est plus facile de trouver un travail ailleurs si dans votre pays, votre profession n'est pas demandée, elle est saturée, etc., etc. Mais en plus de ces raisons pratiques, il y a d'autres raisons. Chaque langue apprise est une fenêtre sur le monde. Imaginez que vous êtes dans un immeuble qui n'a qu'une seule fenêtre. La vue que vous avez sur le monde en dehors de l'immeuble est une vue limitée. Si vous avez plusieurs fenêtres, votre horizon s'agrandit. En plus donc de la métaphore de la fenêtre, il y a une autre métaphore. Les langues sont des ponts. En apprenant une langue, vous apprenez la culture d'un pays. Ça facilite l'intercompréhension entre pays, entre peuples qui ont parfois des intérêts divergents. Donc, l'apprentissage des langues, c'est un apport pour la paix parce qu'il conduit à moins de conflits. L'imposition d'une seule langue n'est pas seulement de l'impérialisme culturel, c'est une limitation culturelle qui doit être bannie. Une acceptation implicite qu'il y a une prépondérance linguistique des langues de première et de deuxième catégorie, de première et de deuxième importance. Je vous donne tout cela comme matière à réflexion. Vous qui avez suivi ce séminaire, vous devriez être les ambassadeurs du multilinguisme et de ce fait du respect démocratique des valeurs linguistiques et culturelles. L'Europe est un laboratoire de coexistence pacifique. L'Europe, sa diversité culturelle et linguistique, c'est notre patrimoine commun, c'est notre richesse commune et l'intercompréhension culturelle passe par les langues. Je vous remercie de votre attention. Écoutez, il y a des applaudissements en ligne hein, pour vous. Ah, merci. Ça, c'était beau. Merci beaucoup de votre intervention très systématique, très claire. On n'a pas eu de réaction dans cette partie conversation. Voilà. Bonjour. Bonjour, vous avez la parole. Je ne vois que votre prénom, Jean-Luc. Oui, voilà, bonjour. Jean-Luc Lachineur. Je suis avocat, je suis à Bruxelles et je connais Madame Olga Cosmidou, que je remercie d'ailleurs de m'avoir invité.
Outre mon métier d'avocat, je suis également le président d'une association qui s'appelle GEM+, pour une gouvernance européenne multilingue. Et donc, nous essayons de promouvoir le multilinguisme dans les institutions de l'Union européenne. Et comme Madame Cosmidou l'a très bien exposé, et comme d'ailleurs chacun sait, il y a véritablement une tentative hégémonique d'imposer l'anglais, et ce n'est pas uniquement le fait des Anglais eux-mêmes ou des Américains, mais également de plusieurs Européens, et malheureusement beaucoup d'Européens de l'Est qui maintenant ont fait leur l'anglais, comme naguère le russe, et qui pensent mieux naviguer culturellement, politiquement, dans les arcanes de l'Union européenne et obtenir des postes plus élevés en s'imposant et en imposant l'anglais. Je voudrais juste témoigner de deux exemples qui confirment et qui viennent en complément de ce que dit Madame Cosmidou. D'abord, la métaphore du pont. Il y a eu un article très intéressant qui a été rédigé par Tony Barber, qui est un journaliste du Financial Times, qui a écrit ceci. Pour lui, le Brexit résulte aussi de l'abaissement de la connaissance des langues étrangères de la part des Britanniques. Il dit que les universités, et surtout sur impulsion de Tony Blair qui avait rendu optionnel l'apprentissage de langues étrangères, les Britanniques se sont fermés aux cultures des autres Européens et ont, de ce fait, voté pour sortir de l'Union européenne. Et le deuxième témoignage que je voudrais vous donner concerne les négociations actuelles sur le Brexit. Lorsque l'accord de retrait a été signé, parce que vous savez qu'ils sont en train de négocier un accord de libre-échange, mais qu'avant ça, il y a eu un accord de retrait qui arrive à échéance le 31 décembre. Et lors de la négociation de cet accord de retrait, les Britanniques ont négocié avec les Européens que tout éventuel litige qui porterait sur cet accord de retrait se ferait en anglais. Donc, ce que dit Madame Cosmidou sur l'outil subtil de pouvoir que constitue la langue se reflète dans cette tentative, d'ailleurs couronnée de succès, puisque les Européens eux-mêmes sont malheureusement aveugles sur les enjeux relatifs au multilinguisme, donc une tentative couronnée de succès de la part des Britanniques d'avoir imposé l'anglais comme langue pour résoudre les conflits potentiels entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Dernière chose, évidemment, les négociations actuelles qui sont en train de se terminer se font en anglais, actuellement à Londres, et je suis bien curieux de voir si, à la fin, finalement, les Britanniques n'auront pas eu un avantage sur les Européens du fait que l'anglais était la langue de négociation. Merci. Est-ce que je pourrais répondre à M. Lafineur? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Que je connais et que je remercie beaucoup de son intervention. Monsieur Lafineur, avec J'aime Plus, fait un travail extraordinaire dans le cadre du multilinguisme. Et il a tout à fait raison quand il parle du fait que le Brexit n'aurait peut-être pas eu lieu si on n'avait pas pris la décision de limiter l'apprentissage des langues dans le curricula scolaire des écoles britanniques. Il y a eu cette approche très mercantiliste que les jeunes Britanniques n'avaient pas besoin d'apprendre d'autres langues européennes, mais d'apprendre le chinois, le japonais, le coréen, parce que c'était les nouveaux marchés. Et évidemment, quand on ne voit que le côté mercantiliste de la formation, ça crée beaucoup de problèmes. Ça n'a pas d'ailleurs été le seul, puisque on a modifié pour les concours qui ont lieu pour devenir fonctionnaire à l'Union européenne, on a modifié le concept qui était considéré par les Britanniques comme un concept des pays latins, notamment
de la France, un concept qui se basait sur les connaissances. Et les Anglais ont estimé qu'avec Google, toutes les connaissances étaient à portée de main, qu'on n'avait pas besoin de connaître quoi que ce soit et qu'il suffisait de contrôler les aptitudes, comme ils disent eux, skills. Et donc, c'est une approche qui diverge fondamentalement, effectivement, et qui a conduit à un éloignement. C'est un peu comme les icebergs qui s'éloignent du pays où ils étaient attachés et après, il est très difficile de les faire revenir en arrière. Voilà. Bonjour. Est-ce que je peux poser une question? Allô? Allez-y, allez-y. Bonjour. Oui. Présentez. Oui, je suis Monsieur Nicolas Koleski. Je viens de la République de Macédoine du Nord. Concernant toutes ces explications de Madame Olga Kosmitou, je remercie pour cette intervention fructueuse. Je veux simplement la remercier et je veux poser une question. D'abord, bon, c'est deux. D'abord, on sait bien que à partir de la construction européenne, on a 6 pays où je peux dire que le français était la langue primaire. Maintenant, est-ce que avec le sortie de Royaume-Uni, est-ce que l'anglais va perdre sa puissance et que le français devient la langue primaire dans toutes les institutions européennes? Maintenant, on sait que la France et l'Allemagne, ils font un débat qui va chapeauter dans l'Union européenne et comment est-ce que on peut être sûr que, bon, moi je suis francophone et francophile, moi je veux que le français soit la première langue dans toutes les institutions européennes et dans les autres négociations d'entrée dans la famille européenne, la Macédoine du Nord, c'est quelque chose pour moi de primaire et quelque chose comme une valeur respectueuse. Est-ce que on peut considérer que maintenant le chapeau est-ce qu'on peut prévoir que le chapeau doit être par la France et que Monsieur le Président Emmanuel Macron va imposer le français comme langue primaire et officielle au sein de l'Union européenne? Merci. C'est une très bonne question et je vous en remercie. Évidemment, ce serait logique. Après le Brexit, comme je vous ai dit, il n'y a que l'Irlande et Malte qui ont comme langue co-officielle l'anglais. L'Irlande et Malte ensemble, c'est 7 millions de citoyens, même pas 2% des citoyens de l'Union européenne. Mais la politique n'est pas toujours logique. Je pense que M. Preda sera d'accord avec moi. La politique, c'est une question de pouvoir. Il y a plus de pays francophones actuellement qu'anglophones. Anglophones, il y a, comme on a dit, l'Irlande et Malte. Francophones, il y a la France, il y a le Luxembourg qui a opté pour le français comme langue officielle, il y a une partie de la Belgique et dans l'espace européen, pas dans l'Union européenne, mais dans l'espace européen, il y a la Suisse, une partie de la Suisse. Donc, votre question est très logique, très raisonnable, et ça devrait être le cas. Je crains que ce ne sera pas le cas. Parce que c'est une question de subtile négociation entre pays. Et actuellement, il y a d'autres problèmes qui sont prioritaires. Et je ne sais pas, je ne crois pas plutôt que la France obtiendra
que le français supplante. Les pays du Nord, comme il a été dit, sont farouchement contre. D'autres pays sont contre. Et en plus de cela, les pays francophones qui pourraient s'allier ont d'autres difficultés. Par exemple, la Belgique, linguistiquement, est séparée en deux. Il y a la partie francophone et la partie flamande. La partie flamande préfère l'anglais au français. Donc, c'est une bataille délicate, diplomatique et politique, et je ne pense pas que pour le moment, il y ait beaucoup de chances d'aboutir. Je regrette de ne pas pouvoir vous dire autre chose. Je ne sais pas si M. Preda est d'accord avec moi. Écoutez, je préfère passer la parole à M. David Bongard, qui représente la francophonie à Bruxelles et que j'ai vu, il est avec nous et je crois qu'il va présenter la position officielle de la francophonie. Moi, je parle maintenant en citoyen. David Bongard. Il faut allumer le micro, David. Il faut mettre le micro. Oui, bon, voilà. Merci, Monsieur Preda. Tout d'abord, je voulais remercier Madame Cosmidou pour sa présentation qui a été extrêmement claire et qui suscite bon nombre d'interrogations, mais aussi bon nombre de défis. Questions qui ont été posées soit oralement ou soit même par écrit en sont la preuve. Bon, pour ce qui concerne l'Organisation internationale de la francophonie, comme chacun le sait, nous travaillons dans un esprit de multilinguisme. Alors, je le dis d'autant plus aisément que moi-même, je suis d'un pays multilingue qui est justement cet espace au sein de l'Europe qui ne fait pas partie de l'Europe en tant que Suisse, et donc où le plurilinguisme est extrêmement important et où les langues, justement, ont permis de construire un État particulièrement fort en termes identitaires, mais également par rapport à ses voisins. Donc la position de l'Organisation internationale, c'est justement de travailler avec les langues. Ce n'est pas d'imposer une langue. On ne veut pas se substituer à l'anglais ou à quelle que soit la langue qui prédomine, mais de participer à ce regard démocratique qui est de la compréhension des autres. Et les langues, comme l'a dit Madame Cosmidou en prenant la métaphore des fenêtres, participent de cela. Donc nous, c'est simplement au niveau de l'Union européenne, c'est de défendre cet esprit de plurilinguisme et bien entendu de défendre le français dans ce contexte de multilinguisme au niveau européen. Mais notre combat ne s'arrête pas là. Notre combat est également sur l'ensemble de l'espace francophone, ou voire au-delà, parce que nous avons un bon nombre de partenaires avec lesquels nous travaillons, que ce soit des pays on appelle ça associés, mais également des pays membres observateurs. Et le but de notre organisation, c'est de pouvoir proposer dans les systèmes, dans les curricula d'éducation en majorité de pays, la possibilité que d'avoir le français dans le système d'éducation. C'est ça l'enjeu qui est le nôtre, c'est de pouvoir proposer avec d'autres langues le français. Nous travaillons aussi parce que la plupart des États de la francophonie sont plurilingues. Vous prenez le Cameroun, vous prenez le Sénégal, vous prenez le Liban, vous prenez la Suisse, vous prenez le Canada ou d'autres, tous ont intégré le multilinguisme. Mais néanmoins, le français est une langue avec laquelle qui participe de cette, on va dire, de cette co-gestion de l'espace public et de l'identité de ces pays-là. Donc pour nous, il va de soi que cette articulation se fait avec les autres langues au niveau international, mais aussi avec les langues nationales avec lesquelles nous travaillons régulièrement, notamment avec soit le Bambara, le Peul, etc. Donc c'est justement cette bonne intelligence et cet esprit d'interculturalité, parce que nous défendons bien entendu le pluralisme linguistique, mais aussi le pluralisme culturel, et pour nous, ça va de pair.
Donc voilà, je ne veux pas faire un plaidoyer, mais je crois qu'on est, on est tous sur la même longueur d'onde, allais-je dire. Et j'en profite aussi pour remercier nos collègues à Bucarest d'une part, mais aussi à Sofia, parce que n'oublions pas que le CREFECO, qui est aussi un peu notre fer de lance dans l'espace d'Europe centrale et orientale et qui accompagne les politiques linguistiques des pays membres de la région, participe justement du maintien de cette offre, on va dire, linguistique dans la région. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer et de pouvoir participer à ce plaidoyer plein d'énergie et quand même, restons optimistes. Je vais ajouter quelques mots maintenant parce qu'on a la position officielle de l'OIF à Bruxelles. Je vais ajouter un petit mot parce que c'est un témoignage sur l'expérience que j'ai eue justement au Parlement européen. J'ai parlé ce matin de l'expérience multilingue et de ce que j'ai appelé la petite armée d'interprètes et de traducteurs qui travaillent sur les débats et également sur les documents. D'ailleurs, il y a une petite question posée par l'un de nos participants, M. Macaulay, sur, à partir de ce qu'on disait ce matin et de ce que vous, Madame Cosmido, avez dit, il demande si l'utilisation des langues régionales et minoritaires ne suscite pas des protestations chez les gouvernements nationaux, justement parce que c'est une affirmation de pouvoir. Mais avant de vous donner la possibilité de réagir à ça, j'aimerais faire un petit témoignage. Quand je suis allé au Parlement européen, l'une des petites choses que j'ai faites là-bas, c'est d'avoir essayé de constituer un groupe francophone et parmi les députés. Et donc, c'était en 2009, ça fait déjà un moment. Et je peux vous dire qu'on a constitué un petit groupe d'initiative qui était formé exclusivement par des gens qui venaient des nouveaux pays membres et qui venaient de l'Europe centrale et orientale. Il y avait parmi ces députés l'actuel commissaire Maria Gabriel, qui à l'époque était membre du Parlement, et aussi d'un pays membre, comme Mme Cosmido a mentionné, le Chypre, Ioannis Kasoulides, qui fut par la suite, pour de longues années, ministre des Affaires étrangères de son pays. C'est un grand monsieur, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et si vous voulez, le noyau dur du groupe francophone, c'était un Bulgare, une Bulgare, un Roumain, un Chypriote. Et on avait du mal à convaincre les Français à nous rejoindre et à faire venir d'autres pour parler, pour voir comment est-ce que le multilinguisme est vu du point de vue de l'Europe. Ne parlons plus des Belges ou des Luxembourgeois qui disaient c'est quoi ça la francophonie, être francophone au Parlement, mais on est plus que francophone. Hein? Ça, c'est pour s'amuser un peu, hein, parce qu'il y a aussi un côté anecdotique. Mais c'est pour dire aussi que la francophonie en Europe centrale orientale a fait son boulot ces 20 ou 25 dernières années. Après la chute du communisme, face à une avancée significative de l'anglais, hein, parce que ça existe, c'est aussi un fait, hein, cette avancée culturelle tout d'abord, c'est un fait. Face à cela, il y a eu quand même des actions de la francophonie qui a fait possible le maintien du français. Et voilà même, petite anecdote, la constitution, pour la première fois, d'un groupe des députés francophones à partir de cette initiative bulgaro-chypriote roumaine. Voilà, donc maintenant, je passe la parole à Mme Cosmidou pour réagir à la question posée sur la section conversation, sur le chat, par M. Macaulay, qui vous remercie pour votre intervention et vous incite à développer un peu le thème des langues régionales dans le contexte du multilinguisme et du pouvoir. Eh bien, les langues régionales sont un élément assez fort dans certains pays. Par exemple, en Espagne, mais pas seulement en Espagne, en France aussi, avec l'occitan, avec le breton.
et surtout en Espagne avec le catalan, avec le basque. Il y a eu donc des efforts, surtout de l'Espagne, d'ajouter ces langues comme langues officielles. Ça n'a pas été le cas parce que les langues sont reconnues langues officielles à la demande de l'État lors de son adhésion. Je vous ai parlé donc du règlement numéro 1 du Conseil qui définit quelles sont les langues officielles. Et si on a pu rajouter par la suite l'irlandais, c'est parce que l'irlandais, lors de l'adhésion de l'Irlande, avait été reconnu comme langue officielle, mais avec une situation d'exception de ne pas être utilisé parce que l'Irlande ne pouvait pas fournir les interprètes et les traducteurs qui étaient nécessaires. Il faut comprendre que si le multilinguisme est une chose de l'Union européenne, l'éducation reste une prérogative nationale. Et donc, si un pays veut que ces langues soient représentées dans la traduction et l'interprétation, ce pays-là a l'obligation de former ses traducteurs et ses interprètes. L'Irlande ne l'avait pas fait à temps et donc elle n'a pas pu obliger l'Union européenne d'utiliser l'irlandais. L'Espagne ne l'a pas demandé à temps et c'était très difficile par après, surtout que, comme je vous ai dit, on commençait à prendre peur avec le nombre des langues utilisées. Je ne veux pas me prononcer si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais ça dépend surtout de l'éducation de chaque pays. Les langues ne sont pas des, comment est-ce que je dirais ça, ne sont pas des compléments de luxe. Il ne faut pas les rajouter pour des questions de politique interne. Si il y a une langue véhiculaire au sein d'un pays et que cette langue est apprise dans les écoles et que donc tous les citoyens la comprennent et l'utilisent, je crois qu'on peut refuser d'ajouter des langues supplémentaires. Et donc, c'est une question d'organisation interne de chaque pays. C'est un avis personnel qui ne lit que moi. Merci infiniment. Monsieur Walter Mavric a demandé la parole et je lui passe le micro. Allez-y. Merci, Monsieur Preda, et merci, Olga, pour l'invitation aussi à cette présentation. C'est Olga est mon collègue et mon cher ami. Moi, je suis Walter Mavric, je suis directeur général de la traduction au Parlement européen. Je suis slovène d'origine, aussi francophone. C'était très bien de voir cette petite promenade historique et actuelle de multilinguisme au Parlement européen, même pour moi que j'ai travaillé pendant 17 ans maintenant au Parlement. Et on était toujours ensemble à combattre toutes les batailles de multilinguisme au Parlement et européen. Mais aujourd'hui, je voudrais, si vous me permettez, juste deux petits commentaires. Le premier plutôt dans le domaine de la traduction. On a commencé un processus même encore plus, oui, ça, selon moi, ça va aider beaucoup à multilinguisme, mais spécialement avec la communication multilingue avec les citoyens, parce qu'on a vraiment commencé avec une politique de langage clair, qui est souvent même une critique vers les politiques de l'Union européenne, vers les citoyens, qui parfois, peut-être, ils ont une petite difficulté à comprendre la terminologie, le contexte, et même si nos professionnels de langue sont excellents à expliquer, nos confrères et consoeurs interprètent quand ils expliquent ça à travers l'interprétation et nous, quand nous traduisons. Mais nous avons commencé cette année avec une politique de langage clair, de même adapter et même de
produire des communications ensemble avec nos collègues de la communication et écrire dans le texte, audio et vidéo avec les sous-titrages dans le langage clair. Nous avons même changé le profil des traducteurs. Nos traducteurs ne seront plus appelés traducteurs, mais professionnels de langue et de interculturalité. Et ça, c'est le profil qu'on a engagé maintenant pour le futur professionnels de langue qui seront au service des citoyens pour le langage clair. En même temps, et ça c'est mon deuxième commentaire, et ça parle un peu aussi à la réponse du collègue qui a parlé aussi d'apprentissage de langue étrangère. Et nous sommes en train, logiquement, à produire maintenant des concours pour le futur profil avec un grade un peu plus supérieur pour le rendre un peu plus attractif. Mais nous sommes tombés maintenant dans une réalité européenne qui n'est pas seulement britannique peut-être, mais aussi dans le continent. Parce que pour le concours, nous avons procédé de tester, à part les langues maternelles, aussi les 3 langues sources. Et nous avons la difficulté. Il y a plusieurs pays qui nous ont communiqué que peut-être la 3e langue, 2, oui. Mais 3e, c'est déjà un problème. Et c'est à cause aussi de l'apprentissage peut-être dans les écoles dans plusieurs pays européens. Et ça c'est peut-être un peu le travail pour tous nous que nous trouvons à combattre pour l'apprentissage de langue. Moi, j'étais aussi un enseignant de langue dans le passé et je me rapproche vraiment bien à cette idée, mais quand même, c'est la réalité que les futurs personnes qui vont participer à nos concours, peut-être ils n'auront pas 3 langues sources, mais seulement 2 de point de vue professionnel. Walter, je propose à la francophonie d'abord, merci beaucoup pour ton intervention. Merci. Je propose à la francophonie d'organiser une réunion avec les ministres d'éducation des pays de l'Union européenne et que toi, éventuellement moi, on essaie de les convaincre de la nécessité d'apprentissage de plusieurs langues. Pour le moment, je peux te proposer mes services. Oui, merci. Et merci de nouveau de ta présentation. C'était excellent. Merci. Merci beaucoup. Je crois que M. Samson et M. Bongard, qui représentent dans notre réunion la francophonie, ont bien pris note de votre projet, qui est un très beau projet. Je me permettrai, Madame Cosmidou, de vous attirer l'attention sur 2 petites questions. La première, et c'est aussi pour M. Mavric, vient de Jean-Luc. J'ai oublié le nom de famille, je m'excuse. Jean-Luc Laffineur. Voilà, savons-nous avec le départ du Royaume-Uni qui va prendre désormais à sa charge le financement des interprètes et traducteurs anglophones? Donc ça, c'est une première question. Il y a ensuite, si vous me permettez, le commentaire et la question de Danka Petricevic. La diversité est l'âme de l'Europe et le multilinguisme est une pierre angulaire du projet européen, comme Mme Cosmidou l'avait très bien expliqué. Comment expliquer ce phénomène de la tendance de prévalence d'une langue même au sein des institutions de l'Union, sauf le Parlement européen? Est-ce qu'une partie d'explication est que les universités anglophones ont une prévalent aussi? Donc, beaucoup de fonctionnaires sont attirés parce qu'ils suivent ces universités. Est-ce qu'on fait quelque chose pour améliorer, disons, l'attraction des universités, par exemple, germanophones, francophones, roumanophones, etc.? Donc, le lien entre éducation et formation des fonctionnaires qui sont recrutés. Hein, c'est 2 points. Je vous passe la parole. C'est une excellente question. Je commence par la fin. Comme j'ai dit, l'éducation ne fait pas partie des prérogatives de l'Union européenne. L'éducation est uniquement la responsabilité des pays membres. Donc, il est très important que les pays membres comprennent l'importance des langues dans les curricula scolaires. Et le fait de laisser les enfants, de permettre aux enfants d'apprendre 1 ou 2 langues
ce n'est pas suffisant dans une Europe multilingue, dans une Europe qui a tellement de pays, pas seulement pour des questions de culture, mais comme j'ai dit auparavant, pour des questions de mobilité, pour des questions d'employabilité, c'est très important. Est-ce que les universités anglaises sont plus attrayantes? Je crois que, et là aussi je ne parle que de moi-même, je crois que il y a une sorte de tendance, une mode parmi les jeunes. Et les jeunes jugent pas uniquement sur la valeur de l'université, mais sur le mode de vie que leur propose un pays. La culture, les films, la musique, l'amusement, etc., etc. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un plus grand effort du côté des autres pays. Et je ne parle pas seulement de la France, parce que comme il a été très bien dit, la francophonie est en train de promouvoir le multilinguisme, donc pas seulement le français. Il y a donc d'autres pays qui sont très intéressés à la promotion de leur langue, dont l'Espagne. L'Espagne dit que c'est peut-être le pourcentage de ceux qui en Europe connaissent l'espagnol est plus limité que le français, mais dans la sphère globale, dans le monde, l'espagnol est la deuxième langue parlée à cause de l'Amérique latine. Les Portugais disent la même chose et ils financent d'ailleurs l'Instituto Camões, qui est très actif en Afrique. Les Espagnols financent aussi leur institut Cervantes. Les Italiens financent la Casa d'Italia, mais il n'y a pas d'effort concerté. C'est pour ça que je pense que ce serait une très bonne chose si la francophonie pouvait organiser quelque chose d'une très grande ampleur, essayer de réunir les ministres d'éducation nationale du plus grand nombre des pays de l'Union européenne pour avoir un débat sur le fond de la chose. Et je crois que la question était une excellente question. Quant à la question de M. Laffineur, qui va financer? Le financement de l'utilisation des langues du financement des langues au sein des institutions européennes est une partie du budget administratif de chaque institution. Donc, ça fait partie du budget administratif et on ne peut pas demander qui le finance puisque chaque administration sépare l'argent qui est là en différents domaines et finance les différents domaines. On sait très bien que le financement provient de à peu près 1% des budgets des États membres qui sont versés à l'Union européenne et que l'argent qui est donné aux administrations n'est pas énorme. Pouvoir voir la répartition du coût de chaque langue, je crois que ce serait contre-productif. Voilà, merci, merci beaucoup. Comme il n'y a pas d'autres commentaires, questions ou demandes de parole. Une dernière, on peut peut-être prendre, M. Preda, excusez-moi, une dernière, il y a une certaine Julia qui lève la main dans le chat. D'accord. Oui, bonjour, bonjour. Allez-y. Voilà, Madame Cosmidou, je vous tout d'abord remercie pour votre présentation qui était voilà, assez intéressante. Et j'avais juste une petite question concernant l'espéranto, parce que c'est là vous avez mentionné. Donc, je voudrais savoir
que vous pensez de l'avenir de cette initiative qui était à son époque assez importante, mais on peut dire, vous constatez que ça n'a pas marqué succès espéré, donc vous pensez que ça pourrait éventuellement changer ou pas? Merci. Merci de votre question. Je dois vous dire que pendant que j'étais directeur général de l'interprétation et des conférences, nous avons assez souvent reçu une intervention des espérantistes et un lobby auprès de certains députés. Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait un grand avenir à l'espéranto. L'idée était très bonne. L'idée à la base était que ce serait un moyen unique de compréhension parmi le peuple. Qu'est-ce qui nous fait apprendre des langues? Pourquoi on apprend telle langue plutôt qu'une autre? Ce n'est pas comme ça qu'on décide, on se lève un jour et on se dit « Eh bien, je vais me mettre à apprendre le français ou l'anglais ou l'italien ou l'espagnol. » C'est qu'il y a derrière une culture qui nous attire. Il y a une littérature, il y a du théâtre, du cinéma, de la musique, un pays à visiter. L'espéranto n'a rien de tout ça. Et quand une langue n'a pas derrière elle un vecteur culturel, une promotion de civilisation, et qu'elle n'est qu'un moyen pratique et mercantiliste, je crois qu'elle a beaucoup moins de chances que les langues réelles qui correspondent à des personnes réelles et des pays qui ont des moyens de promouvoir leur langue. Voilà, pas d'espoir pour l'espéranto. C'est mon avis. C'est un avis une parenthèse à la fin. On a abordé, dès qu'on a commencé ce cours, les frontières de l'Europe. Quelles sont les frontières de la langue primaire en Europe? Quelle langue est la langue frontière en Europe maintenant? Que vous voulez dire exactement par langue frontière? Où est-ce qu'elle arrêtait l'Europe? Oui, voilà. L'Europe va s'arrêter à la langue de chaque pays qui sera un pays membre de l'Union européenne. Tout pays qui deviendra membre aura vocation à demander que sa langue soit langue officielle. C'est une question de quel pays, bien sûr les pays candidats, mais quel autre pays a la volonté de participer au projet européen? Il ne faut pas oublier que l'Europe n'est pas seulement un espace économique, n'est plus un espace économique. Si on voit l'Europe uniquement comme une banque, on fait fausse route. L'Europe est un espace avec des valeurs démocratiques. Si on respecte ces valeurs de compréhension mutuelle, de valeurs démocratiques, on a vocation à entrer en Europe. Et là, n'importe quel pays peut adhérer dans l'espace géographique européen, n'importe quel pays peut adhérer et sa langue peut devenir langue officielle. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci bien. Voilà, il y a des cas plus ou moins simples. Moi, comme ex-rapporteur pour la Bosnie-Herzégovine, j'ai une anecdote formidable sur la première rencontre là, la première rencontre des trois présidents de ce pays avec le président du Parlement européen à l'époque, parce qu'initialement, ils ont voulu une interprétation dans les trois langues de la Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire le serbe, le croate et le bosniaque. Et donc, finalement, pour des raisons on a décidé quand même d'utiliser le service croate, la cabine croate, parce que c'était déjà bien fourni. Je vous passe la parole pour d'autres anecdotes plus sympathiques.
Non, non, je vais absolument confirmer ce que vous dites. Quand, avant l'adhésion de ces pays, on a fait des réunions au Parlement européen avec ces pays, les représentants de ces pays nous ont signalé qu'ils ne viendraient pas s'il n'y avait pas des cabines séparées pour le serbe, pour le croate et pour le bosniaque. Le problème technique était que nous, on avait, comme d'ailleurs au tribunal de La Haye, parce qu'à l'époque, je suis allée voir comment ils faisaient au tribunal de La Haye et quelles solutions ils avaient. Et on m'a dit qu'ils n'avaient qu'une seule cabine et dont le nom, c'était BSC. Bosniaque, serbe, croate, BCS, bosniaque, croate, serbe, avec la succession alphabétique. Et donc, le problème technique, ils n'ont pas accepté cette solution. Le problème technique, c'était qu'il n'y avait pas un nombre suffisant d'interprètes, puisqu'on a toujours utilisé les mêmes, que ce soit pour le bosniaque, pour le serbe, pour le croate, et que donc on ne pouvait pas trouver suffisamment d'interprètes pour avoir 3 cabines. Et quand on a dit ça aux représentants des ambassades de ces pays, ils nous ont répondu, peu importe, il suffit qu'il y ait une cabine avec le nom de la langue dehors, même si vous mettez dedans des interprètes français ou anglais, peu importe, il faut qu'il y ait le nom dehors. J'espère qu'on ne divulgue pas des secrets, mais je confirme totalement ce que vous dites. Voilà, non, mais moi, je suis tombé amoureux de la Bosnie-Herzégovine. J'ai pas mal d'amis bien sûr, dans toutes les collectivités. Donc, j'espère qu'ils seront à leur tour, bien sûr, membres de l'Union. Pour l'instant, ils sont simplement des candidats potentiels, comme les Kosovars. Voilà. Donc, c'est la fin de nos rencontres parce qu'il n'y a plus de demandes de parole. Je remercie Madame Cosmidou, je remercie tous les participants. Je passe la parole, bien sûr, pour le dernier mot à Monsieur Samson, qui était à l'origine vraiment de ces 3 journées, qui a beaucoup œuvré pour faire possible la réunion de tous ces intervenants et de tout ce public venant de 6 pays différents. Merci encore une fois.